Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons d'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, un rendez-vous qui vous est proposé par la Maison de l'Europe et ses centres d'information du réseau Europe Direct. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Alors l'actualité européenne au niveau institutionnel, elle a été occupée par plusieurs choses, notamment au Parlement européen, l'audition des commissaires désignés, ceux qui travailleront avec Ursula von der Leyen dans quelques semaines. On y reviendra le mois prochain à l'occasion de la plénière du mois de décembre. Mais Béatrice, ce qui occupe beaucoup les médias et l'opinion publique, c'est la question du potentiel accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Mercosur, c'est un nom dérivé de l'espagnol qui veut dire marché du Sud, c'est-à-dire voilà, une alliance en fait comme on la connaît dans l'Union européenne, alors beaucoup moins aboutie, mais en termes d'échanges commerciaux, effectivement, les pays du Mercosur, c'est quasiment toute l'Amérique latine qui est un partenaire unique dans les relations commerciales. Alors on va s'intéresser de plus près à ce dossier, mais simplement avant, faisons peut-être un point sur le commerce extérieur de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une force économique, monétaire, commerciale majeure, c'est la troisième dans le monde avec derrière la Chine et les États-Unis. L'Union européenne représente à peu près 17,5% de la richesse mondiale produite et elle enregistre, l'Union européenne, il faut bien le dire, un excédent commercial assez majeur de plus de 37 milliards d'euros. Alors l'Union européenne est en tant que telle, en tant qu'union et à travers ses institutions, effectivement un espace plutôt attractif vis-à-vis de l'extérieur. Qu'en est-il si on veut faire un état des lieux du poids de l'Union européenne dans le commerce mondial, Béatrice? Oui, alors l'Union européenne, en fait, elle tente d'allier quand elle cherche à signer des accords de libre-échange, une ouverture commerciale, oui. Il ne faut pas oublier de dire aussi une lutte contre la concurrence déloyale, ce qui pose actuellement problème, et un respect de l'environnement qui n'existait pas du tout pour les premiers accords qui avaient été signés. L'environnement, c'était pas un enjeu. Voilà, c'est ce on les appelle souvent des accords de nouvelle génération. Alors, il est vrai qu'au sein de l'Union européenne, 60% des échanges se font au sein de l'Union, parmi les 27. 60% de tous les échanges, c'est d'abord entre nous. C'est intracommunautaire. Et ça paraît logique, puisqu'on on a mis tout en œuvre depuis les années 50-60 pour faciliter le commerce entre nous, mais force est de constater qu'en tout cas vis-à-vis des exportations, on est tributaire de l'extérieur. Il faut bien que d'autres pays, d'autres régions du monde nous commandent, nous achètent des produits agricoles, nous aussi, de l'industrie. On a besoin des fois d'acheter des produits que l'on n'a pas non plus sur le sol européen. C'est également un des enjeux de ce dernier accord de libre-échange qui est en cours de négociation, qui est le Mercosur. Alors comment ça marche concrètement? Parce que l'Union européenne donc a des institutions communes, des politiques communes et surtout des compétences. Et on sait que parmi les compétences de l'Union européenne, alors certaines ne sont pas vraiment européennes, c'est des compétences d'appui, ça peut être l'éducation, le sport, on va dire l'Union européenne, voilà, met du liant, essaye de favoriser la coopération entre les pays. Après on a des compétences partagées où là effectivement il y a un rôle partagé entre États membres et institutions. Oui, ce qui est dans la majorité des cas. Dans la majorité, d'ailleurs. voilà, soit avec des règles bien sûr, avec des financements. Et puis il y a les compétences dites exclusives. Il y en a pas beaucoup. C'est là où l'Union européenne agit pour le compte des 27 États membres, alors sur mandat, avec accord bien sûr, mais c'est le cas de la politique commerciale. Exactement. Donc ça c'est une compétence exclusive, c'est-à-dire que là, tout est au-dessus des États. Alors quand on dit au-dessus des États dans ce domaine-là. Mais c'est quand même les États qui donnent un mandat de négociation. Exactement. Ils ne sont pas étrangers à ce qui se passe. Oui, et même quand on entend dire que c'est la Commission européenne qui décide ceci, décide cela, alors non, c'est elle qui est chargée de négocier ces accords sur mandat, effectivement, des États. Elle est le porte-parole, en fait, des États membres à l'intérieur de l'Union européenne, plutôt que d'avoir 28 personnes autour de la table, un Européen et tous les États membres, c'est plus simple que la négociation se fasse effectivement avec un représentant. L'idée, c'est quand même la libéralisation du marché mondial. Dans l'idée d'un accord, c'est-à-dire que chacun des deux parties doit y trouver son compte. Alors quand on dit libéralisation, c'est ce que vous voulez dire, c'est que on va prendre au sens strict du mot, c'est-à-dire rendre plus libre, plus facile. On gomme les barrières, on abaisse les droits de douane, on a une reconnaissance mutuelle des normes, etc. Et ça fonctionne depuis un petit moment. Il y a beaucoup d'accords qui ont déjà été signés. Alors bien sûr, il y a des accords qui ont été signés, par exemple avec la Corée du Sud, accord depuis
2015. Canada, c'est celui qu'on appelle le CETA. Le Japon, qui s'appelle le JEFTA, avec Singapour, avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande. Il y en a d'autres qui sont en cours de modernisation, en cours de négociation, par exemple avec le Mexique, avec le Chili. En ce moment, donc, on va en parler avec le Mercosur. Mais tous les accords n'aboutissent pas. Par exemple, il y en a un qui n'a pas abouti avec l'Australie, et puis un qui devait aboutir sous la présidence de Barack Obama, qui finalement n'a pas abouti, qui n'a pas été repris, c'était le TAFTA, qui n'a pas été du tout repris, au contraire, par Donald Trump. Et maintenant que Donald Trump va à nouveau être au pouvoir, on peut oublier, vu ce qu'il a déjà annoncé en termes de hausse des tarifs. D'où l'importance de négocier avec les pays, avec le Mercosur, puisqu'en fait, c'est un débouché que l'on n'aura pas avec les États-Unis. Donc c'est également assez important. Alors pourquoi est-ce que ces projets de traité animent autant le débat et sont au cœur de polémiques? Il y a quand même côté français toujours une frilosité vis-à-vis des accords de libre-échange, comme si on oubliait que à la fois il y a des choses qui entrent, mais qu'il y a aussi des choses qui sortent. Oui, alors il est question évidemment de concurrence, puisque en fait c'est vrai que les conditions, les normes sociales, les normes environnementales aussi, c'est vrai, sont beaucoup plus importantes au sein de l'Union européenne. Il y en a aussi qui remettent en cause les accords réels de libre-échange d'une manière générale, puisque, voilà, plutôt, est-ce que c'est pas mieux de rester chacun chez soi? Que chacun produise pour son territoire. Voilà, c'est ça, il y en a qui prônent ça. Oui. Comme avant, effectivement, l'aboutissement de nombre de ces accords et de la création de l'OMC. On va faire un focus sur le Mercosur, justement, après une première pause musicale. L'actualité européenne se décline chaque mois sur RCF, en Bourgogne et en Franche-Comté. Alors c'était Coldplay, le dernier titre qui s'appelle We Pray. Alors venons-en maintenant plus précisément au Mercosur. Donc après 25 ans de négociations, cet accord entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud ne fait pas l'unanimité parmi les États membres. Et les craintes sont surtout sur le secteur agricole. Cet accord, il a été conclu en 2019. Donc on rappelle que ce sont les pays, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie qui s'est joint plus tardivement. Mais alors justement, ça crée des distensions. Pourquoi et quel est finalement l'intérêt d'un tel accord, Julien ? Alors l'intérêt des accords de libre-échange pour l'Union européenne comme pour nos partenaires, c'est de faciliter les liens commerciaux entre nous, de faire en sorte qu'il y ait moins de barrières, moins de taxes et d'accroître les échanges dans un intérêt commun, sachant qu'on n'a pas nécessairement les mêmes atouts. Et là où nous avons un intérêt plus industriel dans un certain cas, d'autres peuvent avoir un intérêt agricole ou vice-versa. En tout cas, cet accord qui vise à établir l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, puisque c'est 450 millions d'Européens plus près de 300 millions de Sud-Américains, c'est-à-dire 1/5 de l'économie mondiale. Alors c'est une importance stratégique majeure pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne a besoin d'avoir des débouchés pour ses produits, évidemment, pour son économie, et d'occuper un terrain qui peut être aussi celui des États-Unis et de la Chine. Donc il ne faut pas se laisser distancer dans les accords commerciaux aussi qui peuvent être déterminés. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ça arrive dans un moment assez critique, d'une forme de remise en cause aussi du multilatéralisme
économique et commerciale. On l'a rappelé tout à l'heure en évoquant le deuxième mandat de Donald Trump. Mais en tout cas, selon les données statistiques, les exportations de l'Union européenne vers les pays du Mercosur ne s'élevaient qu'à environ 56 milliards d'euros en valeur en 2023, alors que la même année, les exportations vers les États-Unis étaient 9 fois plus importantes, avec 500 milliards d'euros. Donc, on peut considérer que le marché sud-américain est un débouché très important pour les Européens. Le problème, c'est que, bien sûr, certains pays ont plus d'intérêt, plus de débouchés. Et quand on parle d'accord commercial, eh bien, il y a des produits qui sortent de chez nous, mais il y a forcément aussi en face des produits qui rentrent. Alors, quel type de produits qui rentrent? Alors, en 2023, les produits alimentaires et les animaux vivants et ce qu'on appelle les produits minéraux représentaient la majeure partie des exportations du Mercosur vers l'Union européenne. Hein. Les produits alimentaires et les animaux, c'était environ un tiers du total des exportations. Il faut quand même rappeler en disant ce chiffre qu'il y a déjà des importations de produits agricoles venant du Mercosur. L'accord du Mercosur ne va pas ouvrir les vannes puisque c'est déjà le cas. Il y a déjà un quota de 250 000 tonnes par exemple sur la viande qui est déjà autorisé dans l'Union européenne. Le Mercosur ferait en fait en sorte que environ un tiers de ce chiffre, un peu de plus, quasiment 99 000 tonnes, voient les tarifs, les taxes en fait largement diminué. Donc l'ouverture de cette route commerciale avec les pays du Mercosur, ça permettrait à la fois pour nous d'avoir des débouchés, mais aussi de diversifier les apports en minerais essentiels. Hein. C'est ce dont on a besoin pour construire des batteries notamment, comme le graphite, le nickel, le manganèse, etc. Et ça, ce sont des choses dont on a atrocement besoin pour opérer la transition écologique de l'Union européenne. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ces importations de minerais vient de Chine. Et il faut bien l'avouer, avec la Chine, c'est toujours un peu compliqué, notamment parce que on a mis l'EOLA sur les importations de véhicules électriques, notamment en imposant des barrières douanières plus importantes. Donc, est-ce que les Chinois ne vont pas justement eux aussi nous mettre des barrières pour nous envoyer ce dont on a besoin? Donc voilà, en diversifiant, c'est un peu comme ce qu'on avait fait pour se débarrasser du gaz russe au moment du début de la guerre en Ukraine. Il faut diversifier les partenariats. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, si on fait venir ce genre de choses, il faut que les Sud-Américains aient un intérêt aussi dans d'autres domaines, et eux, ils ont un intérêt agricole. Alors, on dit souvent, par exemple, que l'Allemagne, plutôt, serait très avantagée. Pourquoi l'Allemagne? Alors, l'accord de libre-échange serait considéré comme bénéfique pour beaucoup de secteurs, notamment tout ce qui concerne l'industrie. Il y a l'industrie automobile, il y a les machines. Là, ce serait très très favorable, et ça le serait beaucoup moins pour le secteur agricole. Donc certains pays, en fonction effectivement de leur tissu industriel, en fonction de la nature de leur économie, de leur développement depuis plusieurs décennies, ils vont y trouver plus ou moins un intérêt. Ce qui est certain, c'est que le Mercosur permettra de supprimer les droits de douane sur 90% des biens industriels qui arriveraient de l'Union européenne. Donc bien sûr les voitures et tout type de voitures, encore les thermiques quelque temps, des machines, des équipements informatiques, du textile dans une moindre mesure, et puis quelques produits alimentaires transformés. On pense notamment au chocolat ou au vin, et c'est peut-être sur le vin peut-être le seul véritable intérêt agricole, viticole que la France pourrait entrevoir. Oui. Les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées sont actuellement de 35%, ce qui est très élevé. Donc en les réduisant, effectivement, ça offre des débouchés pour tous les groupes, les grands groupes automobiles évidemment, on pense aux groupes allemands, mais ça peut aussi bénéficier à un groupe comme Stellantis. Oui. L'Espagne aussi se montre plutôt favorable. Alors l'Espagne, au-delà de la proximité linguistique, culturelle évidente avec l'union des pays d'Amérique du Sud, et pour cause, et il y a déjà, c'est certainement l'un des pays, l'Espagne, qui est le point d'entrée justement de ces accords et de ces échanges commerciaux. Donc elle serait là aussi assez gagnante, puisqu'on estime que les exportations de l'Espagne vers le Mercosur augmenteraient de 37% après la mise en place de l'accord. Donc c'est quand même un quart de point de PIB et près de 20 000 emplois qui pourraient être créés directement au bénéfice de l'Espagne. Donc on comprend bien les réticences des uns et au contraire l'impatience des autres.
Oui, alors ceux qui s'opposent, par exemple, la France, on l'a dit, par rapport à tout ce qui est agricole, et c'est bien compréhensible parce qu'on est quand même premier producteur agricole dans l'Union européenne. Il y a aussi d'autres pays, alors comme par exemple l'Italie, l'Irlande et la Pologne qui expriment aussi des réserves. Tout à fait, c'est vrai que la France a été celle qui a commencé à à taper du poing sur la table et à parler le plus fort, mais elle a été assez vite rejointe par d'autres nations agricoles, bien sûr. L'Italie a été la première à prendre la roue, même si l'industrie automobile et mécanique italienne pourrait être gagnante, très clairement, il y a des réticences du point de vue des produits agricoles et alimentaires. L'Irlande, qui est le 5e exportateur mondial de viande bovine, est également très préoccupée, craignant que la concurrence ne vienne réduire, bien sûr, les prix sur les marchés. Et puis la Pologne, alors les exportations de la Pologne s'élèvent à un modeste demi-milliard d'euros, c'est assez faible, mais il y a quand même des signes de mécontentement, notamment sur certains fruits et légumes. Donc on voit petit à petit avancer quand même un front qui pourrait, je dis bien qui pourrait, permettre d'atteindre une minorité de blocage au niveau du Conseil. Est-ce qu'elle sera suffisante? Puisque pour atteindre une minorité de blocage, rappelons-le, c'est une décision qui est prise, un vote qui est pris au niveau du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire des ministres de chaque pays. 35%, 4 pays représentant au moins 35% de la population. Sinon, c'est un vote qu'on appelle à la majorité qualifiée, et donc la France, c'est pas forcément l'Union européenne. Alors, effectivement, avant de parler du vote, il faut savoir sur quoi l'accord va porter, parce qu'il pourrait y avoir l'entrée en vigueur et la ratification d'un accord global, où la Commission européenne pourrait décider de saucissonner les deux, d'avoir une partie plutôt commerciale qui pourrait entrer en vigueur assez rapidement, et puis une partie qui est plus sur le règlement des différends éventuels et de litiges, un peu à la façon du CETA au Canada, qui avait été rejeté côté français, mais qui est toujours qui est en vigueur et qui, lui, pour le coup, ne pose pas véritablement de problème à la France, bien au contraire, elle en ressort grandement gagnante. Donc on ne sait pas aujourd'hui si effectivement certains pays pourraient avancer ce front. Alors c'est vrai que France, Italie, Irlande, Pologne, ça peut permettre effectivement de faire cette bascule, peut-être avec un ou deux autres pays. En tout cas, on voit mal peut-être la Commission européenne à ce stade entrer dans un bras de fer avec la France. Rappelons que sur les 1200 derniers votes au Conseil, selon plusieurs experts et spécialistes, la France n'a jamais été mise en difficulté, sauf une fois récemment, c'était sur le glyphosate. Donc voilà. La position particulière de la France aujourd'hui, avec un gouvernement qui pourrait être mis en difficulté à l'occasion de l'adoption du budget, c'est vrai, ne joue pas en faveur du poids de la France, évidemment, mais quand bien même, ce qui se joue en coulisses est évidemment très important pour la suite. On fera le point. Oui, on fera le point. Puis, de toute façon, ça va également passer en vote au Parlement européen. Donc, les députés pourraient mettre un droit de veto. Bien sûr, mettre un coup d'arrêt. Il est fort à parier que des groupes comme celui de la gauche européenne ou que l'ensemble des groupes de droite eurosceptiques ou d'extrême droite puissent aussi faire de même. Et puis, on observera forcément un vote assez disparate à l'intérieur des autres groupes, entre ceux qui seront tiraillés effectivement par un intérêt national, voire un intérêt européen. On n'est plus tellement sur un vote, on va dire, uniquement partisan, mais il y a une vraie dimension nationale. Donc le chemin est encore long. L'accord avec le Mercosur n'est évidemment pas du tout encore validé et ratifié. Oui, affaire à suivre, les enjeux sont très importants. Alors on va prendre la direction d'une toute autre destination. Pas l'Amérique du Sud, on va prendre la destination de la belle île d'Islande et écouter... Au milieu des volcans ? Au milieu des volcans et écouter son ambassadrice musicale la plus connue, peut-être la seule mondialement connue, l'Islandaise Björk. Voilà, l'hypnotique Björk, chanteuse suédoise. Béatrice, on aura un gros ordre du jour au mois de décembre, pas mal de choses à se dire. Oui, la dernière émission de l'année. L'actualité européenne sera riche pour la dernière émission de l'année. On peut aussi dire à nos auditeurs qu'il n'y a plus de place pour les prochaines visites du Parlement européen. Oui, beaucoup de succès à ce voyage. Alors, on en planifiera d'autres. Voilà, d'autres occasions. N'hésitez pas à vous renseigner, à venir nous voir.
tard. D'ici là, portez-vous bien et donc on se retrouve juste avant Noël pour l'émission de fin d'année. Au revoir à tous.